Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de Info Hebdo, votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE TV. Cette semaine, l'actualité est toujours aux couleurs du bilan des 2 ans de gestion du président Patrice Talon. Nous ferons le bilan sur le plan politique, économique et social. Et pour l'exercice du jour, je reçois pour vous Agapite Napoléon Maforican. Il est consultant média communication. Il sera face à Médéric François Gongo, qu'on le présente lui d'ailleurs sur ce plateau. Il est éditorialiste et fondé du quotidien Actu Express. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, se fera avec Médéric François Gongo. Bonjour. Bonjour Kader et amis téléspectateurs. Vous faites rare sur les plateaux de télévision depuis un certain temps. Oui, nous avions eu le temps de parler, de trop parler, d'anticiper sur beaucoup de faits qui, heureusement, malheureusement, s'avaient réel, ça va être effectif, et il faut prendre un peu de recul. Mais comme on est dans le bilan, nous y revenons dans un instant. Vous êtes face à Agapite Napoléon Maforican. Agapite, bonjour. Bonjour Kader. Alors Agapite, je reste avec vous. Vous demandez déjà en tant que journaliste de profession et en tant que communicant, en 2 ans de gestion, 24 mois de gouvernance du président Patrice Talon, qu'est-ce que vous retenez? L'autorité de l'État. D'abord, nous allons partir de la personne de Patrice Talon. Non, je retiens l'autorité de l'État qui est en train d'être remise en ordre. Hein, parce que pendant longtemps, on s'est demandé si on était dans un État normal, avec suffisamment de pagaille, de laisser aller à tous les niveaux, dans tous les secteurs, au sommet de la gouvernance, en bas de l'échelle. Si bien qu'on se demandait s'il y avait un chef. Un chef, ce n'est pas celui qui parle tous les jours, ce n'est pas nécessairement celui qui donne des injonctions systématiques, c'est celui qui, c'est comme un chef, c'est un chef, il orchestre. Donc il a une équipe qu'il fait travailler, et lui il instruit, il suit, il corrige, il rectifie, il arrondit. Voilà, donc on peut dire que durant ces 2 ans, nous avons vu cela se faire. Du coup, cela traduit déjà la personnalité du chef de l'État que nous avons. C'est quelqu'un, je pense qu'il c'est un homme d'affaires qui a géré beaucoup de sociétés. Donc il connaît la discipline au sein de l'entreprise, la discipline au niveau de la gestion des ressources humaines, la discipline au niveau de la gestion des finances publiques, des finances de l'entreprise, la discipline au niveau donc de la cohérence à mettre entre tout ça pour qu'il y ait une harmonie au sein de l'entreprise. Je pense que c'est ça qu'il essaye de mettre en place au Bénin. 2 ans, c'est trop peu pour faire un bilan, mais 2 ans, c'est suffisant pour l'esquisse du bilan. Je pense que on peut dire que le Bénin est sur la bonne voie. 2 années après, le nouveau départ pour être plus large, l'équipe de la rupture. Alors, Médéric François Gongo, est-ce que le Bénin a véritablement pris un nouveau départ avec la rupture des mauvaises habitudes? Je pense que 65% des électeurs au 2e tour donnaient ainsi une caution à l'esprit de la coalition de la rupture en mettant le président Patrice Talon au pouvoir. Ces 65% aujourd'hui se retrouvent quelque peu disloqués lorsque il s'était agi de changer le discours et de parler non plus de la coalition de la rupture, mais du Bénin révélé. Le député Odel Aladaté, un peu faisant écho des propos du ministre de la Justice et du chef de l'État à Parakou lors de sa descente, faisait entendre qu'avec les 24% au premier tour, le président Patrice Talon pouvait facilement gagner les élections au second tour. L'esprit de la coalition de la rupture n'existait plus. Les 65% qui ont accepté blâmer les partis politiques, puisque le candidat en face, Léonel Zissou, avait les grands ensembles politiques, la Renaissance du Bénin, le FCBE, une bonne partie de l'Union fait la nation, le PRD, pourtant n'avait eu que 26% au premier tour. La coalition de la rupture, les 65%, se retrouve quelque peu trahie, en ceci que très tôt, avant même que les réformes ne soient mises en œuvre, de judicieuses réformes, puisque la campagne a été faite sur la base de la rupture, d'avec les habitudes rétrogrades dans le temps, d'avec les mauvaises pratiques de gestion décriées, les mauvaises pratiques de choix stratégiques décriées,
Et c'est exactement pour cela que le peuple a opté. Quelques mois après, nous avons eu l'implosion de cette coalition de la rupture. Comment peut-on, dans un climat de paix, faire des réformes sans avoir l'adhésion populaire, sans avoir une légitimation de ces propositions? Mais très tôt, on a constaté qu'au lieu de conforter cette majorité, au lieu de conforter les 65%, de manière à avoir une caution morale aux légitimes, aux inévitables réformes, le régime du Bénin révélé s'est mis à dos près de 40% de ces 65%. Là, je m'explique. On a vu le candidat Pascal Irene Koupa qui réduit à sa portion congrue. Il est presque inexistant. On a vu le candidat Aboulaye Biotchane, on lui a donné que quelques miettes. On a vu les 23% du candidat Sébastien Gémer Diavon, on a accepté avoir ces 23% contre soi. C'est tout comme si on voulait d'une chose et de son contraire. Est-ce qu'on pouvait vouloir des réformes dans un pays en période de paix sans avoir l'adhésion? C'est seulement lorsqu'on est en période de guerre ou lorsqu'on a pris le pouvoir par un coup d'État qu'on peut imposer des réformes. Mais on a comme l'impression que l'actuel pouvoir se trompe et de pays, parce que nous sommes en démocratie avancée avec des acquis indéniables, et d'époque, parce que nous sommes à une époque où l'information va à une vitesse de lumière, où on ne peut plus museler la presse, où on ne peut plus gouverner par simple propagande, où on ne peut plus instaurer la terreur dans un pays aujourd'hui où lorsque vous appelez quelqu'un pour parler sur la ligne directe, il est régulièrement fréquent d'entendre dire « laisse-moi t'appeler sur WhatsApp » parce qu'on n'est pas en sécurité sur la ligne directe. En somme, nous avons, et le mot n'est pas fort, une trahison de l'esprit de la coalition de la rupture. Et difficilement, la philosophie du Bénin, dit révélée, se retrouve sur le terrain et lorsque, sur le plan politique, le chef de l'État a eu à échouer dans l'acceptabilité, dans la recevabilité, j'allais dire, du projet de révision de la Constitution par le Parlement, lorsqu'il y a eu cela, on a comme l'impression que le pouvoir en place s'était retrouvé que quelque peu blessé, quelque peu ayant perdu le contrôle, quelque peu désorienté. Et évidemment, on nous a parlé de rage et de ruse. Deux faits qui ne peuvent pas aller avec les principes dans une république que nous voulons construire. Donc, nous avons là la trahison de l'esprit de la coalition de la rupture, les difficultés d'imposition des ambitions, quoique nobles, du Bénin, dit révélé, et nous nous retrouvons comme à la croisée des chemins, tant au niveau de la démocratie qui se retrouve mise en veilleuse par la par le bafouement des décisions de la Cour constitutionnelle, par des tentatives, des assauts répétés de vassalisation du Parlement, par la mise en veilleuse des libertés individuelles et collectives, tout simplement par l'instauration d'un régime de terreur. Un régime de terreur qui apparaît être la réponse d'un gouvernement qui avait de nobles ambitions, qui a quelques actifs. Je parle du système partisan que l'on doit réviser, qui ne peut plus être à l'étape. Je parle du Havip. Nous devons mettre de l'ordre dans l'état civil du Bénin. Je crois que bref, on va revenir par rapport à ces détails. Pour vous dire que notre rôle n'est pas de peindre en noir tout ce qui se passe, mais c'est de relever les insuffisances, mais de mettre en exergue les quelques rares prouesses pour faire comprendre que tant que le Bénin n'est pas en banqueroute, tant que la dictature n'est pas généralisée, il y a l'espoir que tout peut se corriger dans les 3 années à venir. Alors, Agapit Nwatole Mwafoye, quand vous avez eu à écouter, à suivre l'argumentaire de votre vis-à-vis, il a parlé de réformes forcées, il a parlé également de vassalisation du Parlement. Est-ce que vous êtes d'avis? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Non, je me dirais qu'à choisir un angle qui est plutôt l'angle de gestion compromissoire ou de gestion de pouvoir en compromis. C'est-à-dire que les forces coalisées se retrouvent, s'entendent et gèrent le pays. Oui, on a déjà tenté ça plusieurs fois.
Mais regardez en 91, quand le président Soglo est arrivé, il a fait quoi? Il voulait aussi un changement radical des choses. Et très tôt, les partis politiques lui ont imposé leur jeu. Il voulait un président du Parlement autre que celui qu'il a eu. Mais quelle était sa réaction? Il n'a pas été 91 déjà, ça fait 27 ans. Comment Soglo a réagi? Il n'a pas aimé. Il n'a pas du tout aimé. Ça a créé une situation de conflit, de crise permanente entre le Parlement dirigé alors par Adrien Ngouedi, par Adrien Ngouedi, et lui-même. Parce que justement, il estimait qu'il devrait garder les leviers du pouvoir. Or, il a géré l'équilibre, selon lui, en voulant conférer l'Assemblée nationale à Adjion Keke, mais les pouvoirs, les partis se sont dit non, il ne faudrait pas que le chef de l'État contrôle tout. Et ils sont allés amener Adrien Ngouedi. C'est le seul exemple sérieux d'une rupture totale avec des pratiques d'antan. Puisque quand Kérékou est arrivé, on a retrouvé encore les formes de cette manière de gouverner le pays en compromis. C'est-à-dire qu'on essaie de se retrouver. Ngouedi était seul face au système Kérékou. Pendant les 10 ans, pratiquement, il est entré avec eux, il est sorti 2 ans après. Il a tenté un retour 5 ans après, mais bon. Donc, avec Yahi, on a retrouvé toujours cette ambiance de coalition. Mais Yahi a fédéré en même temps ses forces et les autres sont restés au carreau et bien, lui, il a managé au fur et à mesure des départs et des arrivées. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Celui qui est arrivé au pouvoir en 2016, c'est vrai, avec ses forces alliées, mais lui n'était pas dans la dynamique d'être le chef d'une coalition dans un État, dans un système de type parlementaire. Je pense que le président Talon est convaincu qu'il est le président d'une république au régime présidentiel, qu'il est le chef de l'État, qu'il a les commandes en main, qu'il a été aidé, accompagné par des forces, naturellement. Certains ont proposé des membres au gouvernement, mais ces membres au gouvernement ne sont pas comme le GMR, comme le conseil présidentiel de 70, 72, ne sont pas des ministres de telle officine. C'est des ministres de la République auxquels une discipline a été conférée et qui ont suivi dans l'ensemble. Parce que la tête a été... Mais les gars parlaient de Koupaki. Koupaki est la deuxième personnalité, est une personnalité essentielle de la République. Il est le secrétaire général de la présidence de la République. C'est une institution dans le système francophone. Le secrétaire général de la présidence de la République n'est pas un ministre, il n'est pas membre du gouvernement. C'est vrai que dans la première équipe, on a mélangé et ça a créé une conflit. Il est au cœur de la politique de la présidence de la République. Il est au cœur des dossiers, il est au cœur des communications du chef de l'État, les communications écrites du chef de l'État. Il est au cœur. Rien ne peut se faire. C'est l'homme de l'ombre. C'est pas un homme de l'ombre, c'est un homme du pouvoir. Il est là, vous l'avez à la présidence de la République, il est le chef de l'administration parlementaire, présidentielle et de la présidence de la République. Il est le responsable des structures sous tutelle. Et il y en a beaucoup. Beaucoup. Une bonne quinzaine, si je ne me trompe, qui sont des structures que vous regardez comme des institutions républicaines, mais qui sont placées sur la grande chancellerie de la nationale du Bénin, par exemple, la société de la présidence de la République, la Sénat, la NLC, le marché public. Il y a beaucoup de les anciens combattants. C'est lui qui coordonne tout ça. C'est beaucoup de travail. C'est plus qu'un ministère. C'est plus qu'un ministère d'État. Donc, quand on dit qu'il est réduit à sa position congrue, pas évident. Quand on prend Koupaki et l'autre ABT est le numéro 2. Et il est au développement. Je ne vais pas m'attarder. Est-ce que le Parlement est vassalisé? Ce n'est pas évident. Le Parlement est libre. Le président qui est là n'a pas de pouvoir, n'a pas de parti politique. Il n'a pas de parti. Et ce Parlement a été élu avant son avènement au pouvoir. Donc, l'Union fait la nation, ce n'est pas lui qui l'a créé. Les anciens FCBE qui ont rejoint la majorité présidentielle, la majorité présidentielle s'est constituée naturellement. PRD était avec Zinsou, la RB était avec Zinsou. Aujourd'hui, ces partis ont rejoint la majorité présidentielle. Ça veut dire qu'il y a un travail de ralliement qui a été fait au niveau du Parlement pour constituer autour du chef d'État un bloc qui appuie ces actions. Donc, l'un dans l'autre, je pense que la logique des clans, de gestion clanisée, pas familiale, mais de gestion clanisée et autour des coptes ou des chapelles politiques qui ont amené le chef de l'État à céder place à une ouverture
qui a permis à d'autres de rejoindre une équipe, une large équipe, où certains ne se sont pas retrouvés à l'aise parce qu'ils attendaient un peu le petit jeu de partage de gâteau, où chacun prend sa part. Et non, je pense que, et je salue Médéric qui a reconnu que les réformes sont nécessaires. Je finis par là. Les réformes sont nécessaires. Est-ce qu'il faut attendre ceux qui ne sont pas prêts? Quelqu'un dit, si vous êtes prêts, je suis prêt. Il sait que personne ne serait pas prêt. Personne ne serait prêt. Le président Yahi Boni, quand il prenait le service, au Porte Novo, en 2006, il dit oui, le changement n'advient, en citant un célèbre auteur, le changement n'advient que lorsque chacun se met dans la danse. Si vous voulez changer le monde, changez-vous vous-même. Ça veut dire que si vous êtes prêt, le monde changera. Celui-ci dit, moi, je suis prêt à avancer. Et il a répété dans son discours des 2 ans, je suis prêt à avancer. Les autres vont me rejoindre. Vous pensez que je vais plus vite? Moi, je ne pense pas que je vais plus vite. Parce que les défis sont là. C'est aujourd'hui ou jamais. Et la dernière phrase de son discours, qui est quand même la phrase que chacun doit retenir, que ce soit ceux qui sont déçus de la manière peut-être dont il gouverne depuis 2 ans, que ce soit peut-être des gens comme nous, qui n'y avons pas cru, il faut le dire, et qui ont été plutôt sidérés par la manière et qui ont rejoint la barque. Je pense que en disant nos sacrifices d'aujourd'hui seront notre espoir de demain. Je ne le cite pas, j'essaie de reprendre. Donc les sacrifices d'aujourd'hui sont pour nous l'espoir de demain. Je pense que nous devons accepter volontiers ce sacrifice, ce qui n'empêche pas quelques critiques de la manière dont tout ça, on n'est pas dans un régime monolithique, je ne s'en faux, mais je pense qu'il a planté le décor. Il ne va pas attendre que tout le monde soit prêt. Les défis actuels ne nous permettent pas d'attendre. Nous devons faire des sacrifices et c'est au bout de ces sacrifices qu'il y a l'espoir demain. Je vais revenir sur un point de votre développement tout à l'heure. Vous avez parlé de ralliement politique au niveau de l'Assemblée nationale pour soutenir les actions du gouvernement du président Patrice Talon. Est-ce que vous pensez que ces soutiens sont véritablement francs? Ou bien s'il n'y a pas de soutien comme on a eu à voir par le passé, qui sont dans la vision, dans l'optique de pouvoir attendre peut-être des grâces du pouvoir? Oui, mais c'est normal. C'est-à-dire que le jeu politique est un jeu normal d'intérêt. Chacun vient parce qu'il espère. La gestion, un parti politique, c'est quoi? C'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Tout parti a vocation à aller conquérir et à exercer le pouvoir d'État. Donc, ceux qui sont au Parlement ne sont pas des enfants de cœur. Ils sont là parce qu'ils ont envie d'être au cœur de la gestion du pouvoir. Alors, ce qu'ils rallient, je pense que c'est la manière dont... C'est le commandement qui donne la direction du navire, comme la navigation de l'avion ou la conduite de la voiture. C'est celui qui est au volant. Et si celui qui dit, moi, je vais droit, vous avez beau avoir des intentions, des agendas cachés, vous ne pouvez pas vous dévier de la ligne. Donc, pour moi, aujourd'hui, nous avons une majorité présidentielle qui est en place, qui est au Parlement, qui essaye d'appuyer, mais je pense quand même que ce n'est pas une majorité godillot non plus, parce que les débats sont animés, les débats sont poignants. Je pense déjà que même quand vous écoutez le président de l'Assemblée nationale lui-même, qui fait dans le parti, fait partie de la majorité présidentielle, quand même quand il parle, vous sentez que ce n'est pas une majorité godillot. Donc, ce n'est pas des gens lesquels de résonance. Mais cela dit, leur position, naturellement, c'est des positions qui appuient le gouvernement et donc peut ne pas être en adéquation avec certaines lectures. Mais je pense que la majorité, elle n'est pas non plus mécanique. Donc, Bédi a parlé déjà en 91 de la géométrie variable. Elle est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, ce n'est pas la même majorité qu'on a aujourd'hui. La majorité qui a repoussé la révision de la Constitution en avril 2017 n'est pas celle qui est là aujourd'hui. Donc, elle peut évoluer au gré des intérêts et ça fait partie aussi du jeu politique. Le jeu politique, parlons de politique également, vous étiez en train tout à l'heure de parler du système partisan. Vous avez également évoqué le RAVIP. Je vous avais coupé tout à l'heure, je vous laisse vous développer, exprimer vos idées. Non, mais tout à l'heure, je pense que mon éminent collègue parlait de ce que Pascal Hérédé Koupa, qui est habité, serait encore bien logé. Je constate tout simplement que s'ils étaient bien logés, il n'y aurait pas tant de démissions dans leur parti. On en a enregistré encore 2 défections. C'est parce que c'est stratégique au niveau de l'ABT la fois dernière. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de départs au niveau de PIC également. Cela dénote de ce que le pouvoir, quoi qu'on dise, n'était pas très bien géré à leur niveau. Il y a l'éthique et la morale qui devraient recommander toute pratique politique. C'est vrai qu'il y a les jeux d'alliance, c'est vrai qu'il y a des jeux d'intérêt. Mais on a l'habitude de le dire souvent, lorsqu'on s'engage en politique, c'est pour lutter pour le pouvoir, l'exercer et le conserver. Et lorsqu'on se met ensemble pour gagner le pouvoir,
il est très clair qu'on doit être en phase avec les désirata des électeurs. Et en étant record, on ne peut pas créer une rupture dans la rupture. On ne peut pas dire du haut de ces 24% qu'on peut mettre de côté les 35 ou les 40%, supposons que le reste se retrouve avec le système en place. On ne peut pas dire qu'on veut mettre de côté autant d'électeurs, autant de Béninois, autant de personnes qui ont eu à exprimer leur volonté de changement, pas radical, mais de rupture par rapport aux pratiques du passé, pour dire qu'on veut mieux gérer. Il y a tout simplement une envie de séparer les uns du pouvoir pour mieux s'accaparer des choses. Et l'on remarque aujourd'hui un clan qui est au pouvoir. Lorsque vous voyez les promotions au niveau des ambassadeurs, on a fait la promotion de beaucoup de sages, de retraités, donc des personnes qui ont déjà fait la preuve de leurs compétences et qui ont des neurones qui ne peuvent plus réagir comme cela se doit à plusieurs ambassades, tout simplement parce qu'ils ont des liens de parenté avec le système en place. Au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics, monsieur Eric, qui se retrouve là, est très proche du chef de l'État également, du côté de sa maman, allez-y vérifier. Au niveau de plusieurs structures, c'est le clan qui gouverne aujourd'hui. Le clan, parce que le clan veut gouverner, on a exprès créé des problèmes pour écarter du pouvoir tous ceux qui ont œuvré pour que la rupture soit une réalité. Mais en le faisant, on écarte également les supporters de tout cela et on crée des difficultés dans la légitimation des réformes qui se retrouvent être comme de l'enfumage aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de réformes approfondies pour donner à manger au peuple? Le Bénin ne sort pas de la guerre, encore moins d'une catastrophe naturelle. Est-ce qu'on a besoin de revoir complètement les agrégats pour mettre le pays au travail? Le Bénin ne travaille pas, le gouvernement ne travaille pas. Et c'est dans cela que le gouvernement multiplie tout simplement les emplois obligataires. Aujourd'hui, on se retrouve à 350 milliards de dettes que l'on veut faire racheter par SGI, qui se retrouve à une société dans laquelle les plus hautes autorités auraient des actions. Nous nous retrouvons dans quel schéma? Au fait, le Bénin court vers la banqueroute. Il y a forcément des difficultés qui se retrouvent au niveau des finances publiques. Tout simplement parce qu'on a mis sur pied un mécanisme de siphonnage des fonds publics. Tout simplement parce qu'on a mis sur pied un mécanisme de bradage du patrimoine national. Nous avons le port qui est bradé au port de Anvers. Nous avons l'aéroport qui est bradé à Montfordis, qui est une société pas de droit béninois. Nous avons la douane béninoise qui est bradée à Webfontaine, qui appartient à M. Loïc Folero, qui serait l'enfant de Mme Ouattara. Nous avons les marchés publics qui se retrouvent être dans les mains de MSE pour la route d'Obo-Djidja et les autres routes dans les mains de Eboumaf et de Afmas qui difficilement arrivent à faire les travaux. Et la fois dernière, nous avons appris que ce qui devrait être BOT, Bulk Operating Transfer, l'État ayant donné la garantie souveraine à Afmas, l'État se retrouve encore en position pour la deuxième fois de décaisser des fonds. La première fois, c'était 20 milliards. Et cette fois-ci, ça sera comment? Durant les 5 ans, ça dit, on donne la garantie souveraine à une structure et on se met encore en position de pomper cette structure. Il y a forcément dol et il faut le voir. Mais lorsque tout ceci se passe dans notre pays, où le bordereau de suivi de Cagazo qui était au niveau du CNCB a transité par le port pour tomber dans l'escarcelle de BIM, où des activités comme le linguage des conteneurs se retrouvent gérées dans une opacité donnée, on a des raisons de douter de ce que l'on veut réellement faire des réformes, même si les réformes sont indispensables. Mais comment veut-on faire des réformes dans un pays où le chef de l'État se plaît à dire devant les travailleurs du port autonome de Cotonou qu'il veut de la mandature, il veut de telles initiatives et il refuse, mais qu'il est libre de mettre qui il veut pour diriger, qui n'a pas de compte rendu à le faire. Non. Un chef d'État n'a pas été élu dans un système de démocratie libérale près de 30 ans après l'expérience de démocratie en cours pour avoir un chèque à blanc. Et c'est en cela que sur le plan politique, deux faits majeurs montrant l'échec, c'est-à-dire l'échec au niveau de la recevabilité de la révision de la Constitution, l'échec au niveau de la réforme du système partisan pour montrer que politiquement le gouvernement a échoué, mais que le gouvernement a réussi au contraire dans la déconfiture des partis politiques, dans la logique d'apprivoiser la grande majorité pour faire revenir le projet de révision de la Constitution.
Le gouvernement a réussi aujourd'hui, sur le plan de la démocratie, à saper même le respect que nous avons pour la Cour constitutionnelle, en se faisant remonter les bretelles près de 13 fois pour la non-conformité des lois votées, et tout simplement en s'illustrant majestueusement, mais regrettablement négativement, dans le non-respect des injonctions de la Cour par rapport notamment à l'installation du COSLEPI. Donc, une volonté délibérée de porter atteinte au processus électoral, donc de porter un coup fatal à l'expérience démocratique en cours. C'est un échec. Politiquement, nada. Économiquement, puisqu'il faut aller très vite, toutes les structures, tous les secteurs porteurs, et là je pèse mes mots, sont dans les mains du clan Talon. Vérifiable. La compétition n'existe pas au niveau des marchés publics. Nous savons ceux qui ont les marchés publics. Nous savons là où les DAF défilent presque tous les soirs pour apporter les dossiers. Et on ne met que les signatures. Bref, on ne peut pas faire autrement. Puisque le chef de l'État lui-même et les proches des proches n'avaient l'habitude que de travailler avec l'État. Ils n'avaient pas l'habitude de faire de l'agriculture pour créer de la fortune. Ils n'avaient pas l'habitude de faire des impôts export pour apporter la plus-value. Mais ils étaient des gestionnaires d'agréments d'État et de marchés publics. C'est tout à fait normal que lorsque bien élu ou mal élu, on le permet d'être là, qu'ils se comportent de la sorte. Anciens riches, ils deviennent de nouveaux anciens riches. Donc, ayant des ardoises, ayant forcément des problèmes, parce que 3 ans d'inactivité, ça crée des dettes à régler. Et donc, omniprésent, omnipotent et omniscient au niveau de tous les marchés publics, enlevant à la compétition toute quintessence pour ne laisser subsister que la prédation des ressources. Le mot n'est pas fort. Économiquement, c'est le désastre. Aujourd'hui au Bénin, difficilement, les gens arrivent à joindre les deux bouts. Aujourd'hui au Bénin, difficilement, les parents d'élèves arrivent à payer les frais de scolarité. Les acquis sociaux que nous avions eus au niveau de Boniaï, au niveau de l'université, aujourd'hui on paye. Au niveau des microcrédits, aujourd'hui on ne connaît pas la traçabilité des fonds recueillis par le biais de la filière des véhicules d'occasion qui servait à cet effet. Au niveau, par exemple, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, nous avons aujourd'hui la main-d'œuvre étrangère. Je donne pour exemple l'espace vert qui est fait au niveau de l'échangeur de verre de corps. Nous avons eu la société ASA qui a fait venir dans notre pays rien que des travailleurs d'un pays de la sous-région. Les gens venaient avec leur tchéquet, vivaient dans une maison, rapatriaient les fonds de la nation. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. On a comme l'impression que l'équipe en place joue à appauvrir les opérateurs économiques béninois, joue à rapatrier systématiquement les fonds en faisant la promotion des sociétés de droit étrangers sans donner une marge aux locaux. Parce qu'en Côte d'Ivoire, même si au titre du partenariat public-privé, on permet aux sociétés étrangères, notamment aux Marocains, aux Français, aux Chinois, d'avoir des marchés, il y a un quota 40% qui est prévu pour les PME et les PMI locales. Et ceci permet de vivre. Donc, échec cuisant sur le plan politique, amenant le gouvernement à perdre son contrôle et son self-contrôle, optant pour la rage et la ruse, traquant les opposants, faisant semer la terreur dans le pays. Échec au niveau du système économique, tout simplement parce que quand on est arrivé au pouvoir, l'on a transformé le Conseil des ministres en chambre d'inquisition, où il fallait mettre en cause systématiquement toutes les décisions du système passé, où il fallait bloquer tout le monde et se faire payer. On a eu des milliards qui ont été sortis en un temps record, c'est vrai. Lorsqu'il y a eu des réquisitions d'usines, de Sodeco et autres, on doit payer. C'est vrai. Lorsque, par rapport à la décision du tribunal d'Abidjan, on a dit où le Bénin paye 165 milliards, où on permet à Bénin Contrôle de reprendre PVI, le chef de l'État se retrouve dans ses droits de reprendre PVI. C'est vrai que beaucoup de collaborateurs, beaucoup de partenaires, beaucoup de proches du chef de l'État aussi avaient des structures qui avaient des dettes et qu'il fallait les payer. Mais en tant que père de la nation, en tant que chef de l'État, pour qu'il n'y ait pas de raréfaction de la liquidité, comme on le constate aujourd'hui, on aurait pu faire autrement. C'est-à-dire payer le chef de l'État, tout à fait, les sociétés du chef de l'État, tout en payant les autres. Il n'a plus de société. Le chef de l'État n'a plus de société, encore que là. On ne nous a jamais dit.
que le désengagement, on ne nous a jamais dit que le désengagement du chef de l'État de toutes ces sociétés qui seraient dans l'ordre de près de 200 quelques milliards, on ne nous a jamais donné la preuve que cela fait l'objet d'un enregistrement au niveau des impôts. Entre-temps, on aurait sauté les règles d'enregistrement, ces règles qui seraient revenues. On ne nous a pas donné la preuve que les caisses publiques... Les Béninois en étaient conscients. Ce que je vous dis là est très sérieux et cela ramène les tests et les lois selon que l'on soit du système ou non, nous arrange, nous punit, nous crucifie et nous avons une justice où nous avons des procureurs qui partent, qui démissionnent en cascade, qu'on remplace en cascade, qui donnent l'état d'âme de la justice béninoise aujourd'hui, qui se retrouvent comme devant un miroir et qui difficilement peut se contempler et dire ma tête n'est pas filiforme. À Capitaine Napoléon Maforéka, vous avez suivi avec beaucoup d'attention le sévère réquisitoire de Médéric François Gongo à l'encontre... Sévère et relativement honnête. À l'encontre du régime du président Patrice Talon. Alors, votre réplique? J'espère que j'aurai autant de temps pour dire autant. Allez-y. Ouais. Non, écoutez, je pense que oui, c'est-à-dire il n'y a que celui qui agit qui peut se tromper. Ce n'est pas celui qui est dans l'ombre, qui observe, qui note les gammes et les dégammes. Donc le problème ne se pose pas qu'il y ait un certain nombre de problèmes, de points sur lesquels... Mais ça va dire que parce qu'on évoque ces points, Bénédicte parlait tout à l'heure des démissions, par exemple, des partis de Koupaki et de ABT. Mais ça montre que justement que rien ne se fait plus comme avant. Qu'il s'agit d'être membre d'un parti, donc quand vous êtes au pouvoir, on vous casse tout parce que c'est la compétence. Ce n'est pas un blanc-seing, parce que je suis de tel parti, mon leader est dans la coalition. Donc systématiquement, non. C'est des pratiques anciennes, ça. C'est-à-dire que où on dit, bon voilà, chacun prend sa part du gâteau, on prend et puis on évolue. Non, ça se comprend naturellement. Je pense que le style de gouvernance actuel fait que vous n'êtes sûr de rien. Vous soutenez, vous pouvez vous retrouver devant la justice. Vous ne soutenez pas, vous pouvez vous retrouver devant la justice. Vous soutenez, vous n'êtes pas sûr la garantie d'avoir systématiquement des marchés, justement, vous ne soutenez pas. Parce que j'ai l'impression, le chef d'État, c'est un homme privé et il a besoin de résultats. On parle de la gestion des main-d'œuvre étrangères qui arrivent. Mais attendez, quand il n'y a pas, le Béninois, on a dit, et tout le monde s'est convenu, au niveau même international, le président Sarkozy l'a dit un jour, mes meilleurs médecins, il était encore ministre de l'Intérieur, les Béninois ne me créent aucun problème parce que ici, les meilleurs médecins sont béninois. Et pourtant, beaucoup préfèrent quitter le Bénin pour aller se faire soigner dehors. On dit que notre administration n'est pas performante. Mais vous voyez, les Béninois dehors, ils sont hyper sérieux, hyper productifs, hyper compétents. Pourquoi? Le Béninois a l'impression que chez lui, il peut tout faire comme pagaille. Donc, quelle garantie j'ai en confiant la gestion de ci ou de ça à tel de ne pas demain être redevable et de prendre et d'être auteur ou des mauvaises pratiques. On ne peut travailler qu'avec celui qu'on connaît. Moi, je trouve qu'avec les expériences Soglo, Kérékou et Yahi, il est tout à fait normal que chaque échaudé créant une offrande, que le chef d'État fait appel à des compétences qu'il maîtrise. On a un gouvernement des Béninois qui étaient à l'extérieur, mais qu'ils connaissaient et qui font leurs preuves depuis qu'ils sont là. Aussi bien à plusieurs niveaux de... Mais pourtant, il y a des Béninois qui étaient au Bénin, qui ont travaillé avec le régime passé et précédent, qui étaient au cœur du système, mais qui sont aujourd'hui également bien positionnés. Ça montre l'équilibre du positionnement. Il n'y a pas une gestion, quand on dit clanique, non. Les ambassades, c'est normal qu'il y ait des gens. Il n'y a pas, la retraite n'est pas la mort. La retraite est administrative. Il n'est pas dit que la retraite, on ne doit plus occuper des fonctions. Dans l'administration centrale, non. Mais au niveau diplomatique, si. Ce n'est interdit nulle part. Et tous les présidents, depuis 1990, depuis Soglo, pour ne prendre que le début du renouveau démocratique, et l'ont expérimenté jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a pas une règle qui dit que dès les diplomates se battent pour un quota. Je pense qu'il y a un agrément entre l'État et en tout cas il y a un jeu de quotas entre eux. Et moi je ne vais pas rentrer dans ça. Mais je dis, la retraite administrative n'est pas la fin de carrière. Et les gens peuvent continuer à donner leur expertise et à mettre leurs compétences au service de l'État. Donc les marchés, on a parlé du port d'Anvers, on a parlé de Morphodis, on a parlé de ci, de ça. Mais moi je pense que, qu'est-ce que nous voulons? Moi, il m'est arrivé plusieurs fois, en tant que journaliste, d'écrire d'ailleurs, que si moi j'avais un pouvoir, c'est de privatiser tout le pays.
privatiser tout le pays pour qu'ils permettent. Ouais, la Sobebra, je ne voulais pas le faire la publicité, mais c'était la société béninoise de brasserie La Béninoise. La société était au fond de l'eau, au fond de gouffre, on peut dire, totalement en banqueroute, en faillite. On l'a bazardé à un prix modique au groupe Castel. Mais aujourd'hui, cette société se porte très bien, malgré les concurrences des biens étrangers des marchés. Pourquoi? Parce qu'elle est bien gérée, parce que c'est une gestion différente de la gestion que nous connaissons, gestion au petit bonheur, la famille, au petit bonheur, le pays, la connaissance, les clans, les marchés. Ce n'est pas ça une gestion. Je pense que quand vous êtes là pour 5 ans, vous avez des objectifs clairs, précis et nets, vous êtes obligé de faire la politique. Donc, quand on connaît l'environnement, quand on connaît déjà l'analyse, quand on connaît déjà le système, on ne peut pas naviguer à vue. Alors donc, aujourd'hui, certains se plaignent parce que justement, ils voient que celui qui est là ne fait pas comme. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Alors c'est le Bénin, ici c'est le Bénin. Nous fait... Non, on peut rompre justement avec ces anciennes pratiques-là. Le port de Cotonou, quelle réforme n'a pas été faite au port de Cotonou? Quelle réforme n'a pas été faite? Un jour, Mme Adjaïsika, qui était conseiller technique chef de l'État, chef de la cellule macroéconomique, elle a dit si le port autonome de Cotonou était bien géré, nous n'aurons pas besoin d'aller au FMI, à la Banque mondiale. Elle a dit ça. Conseil technique du chef de l'État. Si le port de Cotonou, rien que le port de Cotonou. Donc, il y a des dispersions de ressources. Mais personne ne se plaît parce que ça circule de poche en poche, l'État perd, mais au même moment, on attend de l'État des réalisations sociales, plus d'hôpitaux, plus de santé, plus d'éducation, gratuité de l'enseignement, mesures sociales. Oui, Yaïbouni a porté à bras le corps, le social. Mais après son premier quinquennat, quel social a fait encore? Quand le FMI a dressé un tableau noir très sombre, quand au niveau de l'UEMOA, il a dépassé il a crevé le plafond, mais il a été totalement réglé et a été obligé de rester dans un cadrage dur. Et justement, nous avons le système qui est là a hérité d'une dette de plus de 2000 milliards. 2000 milliards de francs CFA. On n'en parle pas. Parce que la dette, ce n'est pas un mal. Un pays doit s'endetter pour exister. La dette n'est pas une tare. Donc, s'endetter, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec l'endettement? C'est ça le problème. Donc, ceux qui sont là gèrent l'endettement. Parfois, on parle de la dette intérieure, on parle de la dette intérieure auprès des banques, mais il y a la dette extérieure. C'est un ensemble de choses. Donc, quand on évoque la question de SGI, ce n'est qu'un effet, c'est des actes quotidiens de gestion. C'est à la limite comme si on doit dire que, bon, même si le chef d'État a besoin de... quand le gouvernement un ministre doit aller, excusez-moi, aux toilettes, pisser, il doit dire, bon, d'accord, et voilà, je veux aller aux toilettes, qui doit m'offrir le WC le plus propre, ou bien qui doit le moins coûteux, le moins... Donc, non, c'est des actes de gestion quotidienne. La dette est là, quelqu'un propose un meilleur taux. On rachète. Mais c'est des conditions bloquées. Et celui qui est là, notre ministre des Finances, il s'y connaît, il est encadré, ils ont autour des équipes qui travaillent là-dessus. Personne n'a dit aujourd'hui l'opération est mauvaise. Mais il y a des doutes, on dit, bon voilà, le chef d'État est impliqué, le ministre d'État, et Biotchané a apporté à l'honorable et aux députés la dernière fois les explications qu'il faut. Donc, par rapport à cette question, je pense que le gouvernement attaque là où ça fait mal. On peut comprendre. Et le chef d'État a dit, je comprends. Quand son discours bien distillé dans l'opinion à travers les réseaux sociaux, je pense que le chef d'État a posé le vrai problème. C'est vrai, les gens sentent des effets des actes qu'il pose aujourd'hui. Vous allez parler des sociétés d'off-mass et au même moment vous dites qu'il n'y a pas qu'on ne donne pas de marché à la main d'œuvre. Non mais off-mass on sait. C'est beaucoup plus Abidjan. Vous l'avez dit. C'est pas les Ivoiriens qui viennent travailler ici. Ah ben. C'est pas les Ivoiriens. Ah ben. On les connaît. On voit les voitures. Non, c'est pas les Ivoiriens qui viennent travailler ici. Je pense que quand le Béninois, il faut qu'il apprenne à investir dans ces genres de choses. Le Béninois investit dans l'immobilier. Combien de Béninois aujourd'hui disposent de moyens solides? Avant, nous utilisions Kanazoé. Tout le monde chante Kanazoé. On chante Dangote. Combien de Béninois peut chanter? Dans quoi? Le Béninois est dans l'immobilier. Il cache sa richesse. Il n'a pas envie de le laisser. Comment vous allez lui faire appel? Moi, je ne sais pas. Donnez-moi un ou deux à mesure de gérer le port et de satisfaction.
donner en mesure de gérer notre aéroport. Et on a fait des tentatives avec des Béninois. On a eu quelques résultats. Le problème est là. C'est-à-dire que nous sommes dos au mur. Parce que nous ne voulons pas développer. Les génies béninois vont à l'extérieur. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du Béninois lui-même. Il n'y a pas la confiance, il y a la méfiance. Donc, c'est les étrangers. Heureusement, nous sommes dans l'espace UEMOA, que des Ivoiriens mettent leur expertise dans cet espace avec la main-d'œuvre béninoise. On ne peut qu'applaudir au lieu. C'est de loin mieux que des Chinois viennent nous envahir, par exemple. Encore que j'ai rien contre les Chinois. Moi, je les apprécie par ailleurs. Donc, le point n'est pas là. Est-ce que le pays trouve son compte? Est-ce que les ressources sont mieux gérées? Est-ce que l'emprunt est mieux? Est-ce que l'économie est capitale, la gestion est plus assainie? Est-ce qu'il y a de la liquidité pour investir? Il a parlé des emprunts obligataires. C'est déjà de gestion quotidienne également. Ce n'est pas pour payer les salaires. Ces emprunts, le recours à l'emprunt au marché régional, c'est pas pour payer, c'est pas pour fonctionner l'État. Donc, tant que c'est pas pour faire fonctionner l'État, c'est un mode de financement des projets. C'est un mode privé de financement des projets, de l'investissement public. C'est une option. Aller au FMI pour qu'eux nous scrutent le marché international et nous fassent des prêts avec des intérêts, que d'aller sur le marché obligataire, aller par l'emprunt obligataire. C'est des options. C'est des options. Chaque option a son. Mais je pense que pour des investissements tels auxquels le gouvernement a pensé à avoir recours 2, 3, 4, 5, 6 fois, tant que nous restons dans le cadrage et de l'UEMOA et du FMI d'ailleurs, qui scrute également les ressources de l'État. Et quand Christine Lagarde est arrivée, tout récemment encore, ce ne sont que des satisfaits de FMI. Ce ne sont que ça. Naturellement, là où il faut corriger, corrige. Mais, par exemple, le rachat de la dette intérieure auprès des banques primaires a été apprécié. Cette opération a été appréciée. Bougez vos sources, vous vous rendez compte que cette opération a été appréciée par le FMI. Le FMI qui apprécie depuis 2 ans la gestion, les efforts que fournissent les autorités béninoises et qui aujourd'hui classe le Bénin avec le Rwanda dans un système de financement, en tout cas des pays en mesure de bénéficier de l'appui dans la réalisation des ODD. Alors que eux, d'habitude, ne rentrent pas dans ce genre de situation. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, quand on parle des pays africains où les finances publiques sont mieux gérées, où il y a un effort d'assainissement, un effort de transparence, de cohésion, de rigueur. Avant, c'était mécaniquement le Rwanda. Aujourd'hui, le FMI classe le Bénin. Je pense que nous devons nous en satisfaire, peut-être pas avoir le dos et aller dormir sur nos lauriers. Donc, l'un dans l'autre, le réquisitoire de mon vis-à-vis peut tenir lorsque on reste dans la position du spectateur qui regarde l'autre faire. Lorsqu'on a des idées qu'on ne voit pas mettre en œuvre. Lorsqu'on a envie que certaines choses soient réalisées d'une certaine manière, et on voit que c'est d'autres manières que ça se fait. Les parents du chef de l'État ou les parents des proches du chef de l'État, mais on ne va pas parce qu'on est parent de quelqu'un qu'on ne doit pas rester. Moi, je pense dans tout, on a fait le procès au Soglo dans les années 90, mais ça a disparu. Les enfants de Jean Kérékou étaient bien positionnés. Et, il était militaire et son fils était le colonel Montan Kérékou a eu ses positions, le feu colonel Hervé Kérékou, il a bien des enfants qui ont évolué normalement pas parce que leur papa était là. Et ils ont évolué parce qu'ils avaient le mérite d'évoluer, ils évoluaient. C'est tout à fait normal. Bon, le président Yahi n'a pas inclus ses enfants, mais il en avait un au conseil présidentiel de l'investissement, avec lequel j'ai eu le plaisir, le bonheur de travailler, que j'ai beaucoup apprécié par ailleurs. Donc, c'est pas un problème que quand vous avez des proches qui peuvent faire. Marcel de Souza était beau-frère du président. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui a démérité. Il vient de finir à la CEDEAO. Donc, on peut être proche du chef de l'État et être compétent. Donc, ce type de stigmatisation, moi je pense qu'il faut qu'on les aide, on les laisse parce que nous sommes tous des Béninois et on peut. L'essentiel c'est si la personne n'est pas compétente, n'est pas qualifiée, d'accord. Mais s'il est compétent, s'il est qualifié, moi je pense qu'il faut. Donc l'un dans l'autre, et je conclurai dans cette information, l'un dans l'autre, moi je pense qu'il y a plusieurs manières de gouverner, c'est vrai. Est-ce que depuis 2 ans, tout ce qui se fait est bien? Non, sans doute, c'est imparfait. Mais c'est déjà beaucoup mieux. La rupture s'énonce. Et je comprends que les populations, parfois, certaines soient désemparées. On dit que les gens ne circulent pas. On peut comprendre. On peut comprendre.
Mais l'argent ne circule pas. Les salaires sont régulièrement payés. Régulièrement. Les pensions sont régulièrement payées. Alors, à quel niveau ça ne circule pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu abattement des salaires. Il n'y a pas eu abattement des primes. Il y a eu que certaines primes qui étaient mal perçues par certains ont été annulées. Il y a eu certaines corrections qui ont été faites. Mais les salaires sont régulièrement payés. Donc, l'argent qui ne circule pas, c'est l'argent qui ne devrait pas normalement circuler au niveau où ça ne circule pas. Mais quand je le dis, il ne faut pas que mon autre téléspectateur pense que je suis un homme sur un... Non, je le sens aussi parce que je suis au Bénin, je vis au Bénin. Hein, et je connais ces circuits-là, puisque quand ça tombe chez l'autre, ça tombera chez toi, ça tombera chez plus bas, ça tombera encore plus bas. Donc, je connais ça, je vis ça, je sens ça. Et tout le monde doit sentir ça. Mais est-ce qu'il faut mettre le chef d'État responsable de cela? Je pense que quand nous tous, nous voulons que ça change, nous voulons qu'il y ait plus d'acquis sociaux, plus d'infrastructures, un Bénin plus développé, un Bénin meilleur pour la prochaine génération. Je pense que nous devons consentir ce minimum de sacrifice. Et c'est sur ça que je vais finir. Un minimum de sacrifice. C'est ça, cet argent qui ne circule plus et qui fait si mal à beaucoup de couches. Mais je pense que progressivement, on va prendre le pli. On va être habitué à vivre de nos salaires. On va être habitué à vivre, pas au-dessus de nos moyens, mais au niveau de nos moyens. On va diminuer peut-être la gamme des véhicules, on va diminuer peut-être le nombre de nos véhicules, on va peut-être diminuer le nombre de biens que nous prenons dans la journée, on va diminuer le nombre de portables haut de gamme que nous sommes obligés de garder alors qu'un seul portable pourrait suffire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je suis sûr que nous allons diminuer plein de mauvaises habitudes que nous avions. Et nous n'allons rien sentir parce que c'est un peu comme... Une rationalisation. Exactement, c'est ça. Donc, Médéric François Gongo, nous allons évoluer un peu dans le débat parce que, avant de mettre un thème à cette émission, j'aimerais quand même que vous puissiez opiner quand même sur les rapports entre Patrice Talon et les autres ténors de la classe politique en ce qui concerne l'animation de la vie politique. Mais en cela, j'aimerais quand même vous interroger sur le social sous le régime du président Patrice Talon. Nous avons le lancement des microcrédits aux plus pauvres. Nous avons également beaucoup d'actions qui ont été menées par les différents ministres qui ont eu à prendre part ce département ministériel en deux années de gestion. Alors, qu'est-ce que vous en retenez? Quel bilan vous en faites de façon sommaire et expéditive? Cataclysmique. Cataclysmique. Les réformes ne sont de véritables réformes que lorsque ça s'intéresse aux autres. Lorsque cela se dirige vers les autres. Mais pour soi, il n'y a pas de réforme. Par rapport à l'audit du Ségub, la période a été limitée. Le moment où le chef de l'État a eu à travailler a été soustrait de l'ensemble de la période à auditer. Les concours, on parlait des concours de la Hontouyaï qu'on a eu à annuler. Mais cette année, on a constaté les concours au niveau de l'inspection générale des finances. Catastrophique. On a constaté les concours au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cataclysmique. Au niveau du panier de la ménagère. Il y a le cataclysme partout. Au niveau du panier de la ménagère. Là, à ce niveau, c'est l'hécatombe. Pendant qu'on demande aux autres... Est-ce que vous n'êtes pas trop fort avec vos mots? Pendant qu'on demande aux autres de serrer la ceinture, on voit au niveau de certaines structures de l'État des personnes qui est à la limite le BTS, mais qui se retrouvent à 5 millions de salaires. Les syndicalistes en ont parlé, personne n'a relayé cela. Pendant que les sociétés proches, et là les sociétés existent, les noms existent, du clan Talon, par des mécanismes de gré à gré, arrivent à avoir des marchés à foison, la compétition n'existe pas. Les autres sont contraints à la disparition, à gérer les dettes vis-à-vis des institutions financières. Les microcrédits aux plus pauvres n'existent plus. C'est du saupoudrage qui se fait. Les acquis sociaux au niveau du campus, par exemple, où les étudiants ne payaient plus les allocations, aujourd'hui, ne payaient plus les contributions ou les frais d'études. Aujourd'hui, les étudiants payent. On me dira que on ne peut pas laisser les choses en l'état. Mais le Bénin a opté pour le libéralisme sauvage, avec la libre concurrence à un moment donné. Mais c'est ce même Bénin, c'est dans ce même Bénin que la pauvreté, aujourd'hui, est la chose la mieux partagée par tous. Il n'y a pas de foyer, aujourd'hui, où nous n'avions pas eu une exponentialisation de la pauvreté durant les 2 dernières années,
beaucoup plus qu'auparavant. Le chef de l'État lui-même, devant le clergé catholique, a bien dit, et là je le cite, « Le Béninois qui était pauvre hier est miséreux aujourd'hui. » Fin de citation. Patrice Talon. Nous n'avons pas inventé cela. Le chef de l'État devant le clergé musulman, dans sa logique d'explication, de sa position mal comprise ou tout simplement incomprise, a multiplié la rencontre avec les corps religieux pour passer le message à un peuple, systématiquement montrant qu'il y a des problèmes au niveau de la communauté. Le chef d'État a dit qu'il a compris qu'on ne l'a pas aidé à mieux expliquer ses réformes devant les musulmans. Nous prenons le chef de l'État au mot. N'inventons absolument rien. Consacrant ainsi le chef de la stratégie de la communication qui est mise en place, où l'on encourage le chef de l'État à museler la presse, à brouiller les antennes, à fermer les chaînes de télévision, à fermer les chaînes de télévision et de radio, faisant constater ainsi le recul de près de 50 ans sur le terrain de la liberté d'expression. Et là, je n'ai pas de raison d'être fier de ce système. Parce que nous avions mené un combat. Vous avez mené un combat. Si aujourd'hui la régie publicitaire est ce qu'elle est, ou selon que vous apparteniez, ou que vous faites les louanges à temps et à contre-temps du pouvoir, l'on vous attribue les meilleurs contrats ou non, et là ça ne nous gêne aucunement. La communication aujourd'hui se retrouve être de l'intoxication, de la propagande, à temps et à contre-temps, où l'on dessert même son pays, croyant servir ou desservir quelqu'un. Je parle de l'affaire de 19 kg ou 18 kg de drogue pure, où l'on a présenté le président du patronat comme le Pablo Escobar du Bénin, pensant le détruire, mais détruisant systématiquement la plateforme Bénin, faisant fuir les investisseurs qui se font désirer, on ne les trouve pas. Le Bénin est diplomatiquement isolé. La France, il lui fallut des acrobaties pour qu'on soit reçu pour 30 minutes. Même si à ce niveau, l'on a défendu encore le retour des vestiges culturels volés au temps des Blancs, là c'est un acquis, tout au moins, pour le gouvernement. Je constate aujourd'hui que dans une logique de terreur, l'on contribue à bâtir le peuple béninois en véhiculant des informations qui sont en contradiction avec la réalité des faits. Et l'on se retrouve facilement rattrapé par cette réalité, évidemment. Parce qu'on croyait, par rapport à la recevabilité de la révision de la Constitution, avoir gagné. On avait dit le mois de mars 2017, c'était le mois de la révision ou rien. On avait voyagé, on pensait revenir, se faire accueillir triomphalement. Dans la logique de museler les libertés. Parce que quand on voit la copie actuelle du système partisan, on sent qu'on a envie de régenter la vie politique. On a créé une structure au niveau du Parlement qui doit connaître de la création et de l'existence et de l'évolution des partis politiques. Ça, c'est un recul de près de 50 ans. Bref, lorsque on multiplie tant d'échecs qui donnent la preuve ou d'incompétences notoires ou d'amateurisme spectaculaire, on ne peut pas aider ce gouvernement en le caressant dans le sens du poil. On a l'obligation morale, on a l'obligation morale et physique, tel que le disait Albert Londres, de remuer le couteau dans la plaie. Et en le faisant, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Un, les Béninois vivent mal. Ils vivent dans une atmosphère de terreur. Les chances ne sont pas les mêmes au niveau des marchés publics. Les sociétés locales sont détruites au profit des sociétés étrangères. On parle de compétences au niveau du port, mais ils ont fait les mêmes écoles avec les nôtres. Et souvent, les nôtres sont les meilleurs. On me dira que la société opposée la société béninoise qui non, s'il vous plaît, on peut travailler avec des Béninois, quitte à ce qu'on le fasse venir de la technologie de l'extérieur. Mais aujourd'hui, quel est le cas du port de Cotonou? On amène des personnes. Est-ce que c'est vraiment le port de Anvers? Nos informations font état de ce que c'est une structure qui se retrouverait au fin fond du port de Anvers. Nous reviendrons sur le dossier après. Quelles sont les références de ce qu'on nous amène? Dans quel port ceux-là ont eu déjà travaillé? Je viens dans nos espaces. Bref, on a hypothéqué le Bénin dès les premiers mois. Regardez par exemple l'histoire des faux médicaments. Alors que la Direction nationale des pharmacies a autorisé des laboratoires indiens
à fabriquer et à vendre des produits dans notre pays. Pas tous les produits. Non, évidemment. Et pas à conserver. Évidemment. Et pas non plus à mettre ça. Évidemment. Voilà. Alors que l'on n'a pas la preuve que les produits incriminés sont des produits falsifiés. Comme l'on a toujours fait sur ce système, on arrête les gens d'abord comme on a arrêté Météon avant de chercher la preuve. On a arrêté les pharmaciens, des célébrités qui s'étaient pris au jeu Natal au début. Attends, qui n'est même pas inquiété dans le dossier, mais qui se retrouve derrière parce qu'on a l'impression qu'il y a un intérêt suspect de la haute autorité qui se substitue à la justice. Devant les pharmaciens, le chef de l'État dit qu'il est prêt à apporter la preuve. Ce qui est très dangereux. Il y a le principe de séparation de pouvoir. Non, le parquet, il n'y a pas de séparation. Et la poursuite a été faite par le parquet. Donc, le ministre de la Justice peut faire communiquer le dossier. Vous êtes spécialiste. Le dossier peut faire communiquer. Voilà. Pour vous dire tout simplement que on en dit trop, on en fait trop par rapport à des petits dossiers. Et on a encore l'impression qu'on veut tout avoir. Partout où l'on parle de réforme, on parle de réforme au niveau, par exemple, des hôpitaux. Pour l'hôpital de référence de Calavi, nous avions écrit, nous étions les seuls à avoir écrit, comme nous étions les seuls à avoir écrit contre les concours au niveau de l'inspection générale des finances, où les gens n'ont pas composé, mais on a vu leur nom. C'est pire que sous Boni-Yahi. Je vous disais que... Allez-y rapidement, mon Eric. Je vous disais que lorsque vous m'amenez à perdre le fil de mes raisonnements, c'est pas grave, je ne peux prendre par l'autre bout pour rejoindre là où j'étais. Et en prenant par l'autre bout, je constate que le chef de l'État a besoin beaucoup plus de critiques objectives. Le chef de l'État, Patrice Talon, n'a pas besoin de laudateur, il n'a pas besoin de griot. Le chef de l'État, Patrice Talon, s'est écarté des promesses faites dans le cadre de la coalition de la rupture, nous amène à constater aujourd'hui que l'éthique et la morale ne sont pas des denrées indispensables à la politique et que la traîtrise, la malice et la ruse doivent guider désormais les pas des aspirants politiciens. Et c'est grave, c'est très grave. Parce que, oser lutter, oser vaincre. Et lorsque on prend la responsabilité sur soi, d'écarter tous ceux qui ont concouru à sa victoire, c'est normal qu'on enregistre des échecs au niveau de la fourniture de l'énergie électrique. Je pense qu'on y reviendra en parlant de la vie politique nationale. Social, je finirai par le plan social. Nous y reviendrons. Oui, le plan social. Échec au niveau de la fourniture d'énergie électrique déjà. Échec au niveau du travail qu'on ne crée pas. Les emplois au niveau de la Sonapra. On a dit que c'est pour cacher certaines anciennes mauvaise gestion au moment de la CSPR, au moment de l'AIC, au moment de l'omniprésence et l'omnipotence des structures du chef de l'État dans le secteur. Il y a eu des milliers d'emplois qui ont été détruits. Et là, je ne peux pas être fier. Je ne peux pas être fier. Sur le plan social, on a rompu le dialogue social. Médéric, je pense que nous sommes un gouvernement qui vient. Oui, j'en finirai. Vous l'avez déjà dit déjà. Allez-y rapidement. En 30 secondes. Vous avez parlé des rapports entre le chef de l'État et les ténors de la classe politique. Non, j'y reviens. J'y reviens tout à l'heure par rapport à rapport. Je finis. C'est 2 minutes pas plus. Non, j'y reviens. On y revient. On va permettre à Agapit de se prononcer sur le volet social du président Patrice Talon en 2 années de gestion, le volet communication que vous avez eu à évoquer. Vous avez évoqué la crise dans le secteur pharmaceutique et vous avez fini par les concours organisés par le régime de la rupture. Non, le régime du Bénin révélé. Enfin, le Bénin révélé, le nouveau départ, c'est le gouvernement de la République. Le chef d'État est élu pour un mandat de 5 ans. Et seul lui est connu. Sa coalition, ceux qui ont voté. Ce n'est pas bon de le dire comme ça. Seul lui est connu. Non, il est le seul responsable. On gère avec ceux avec qui on a gagné. Bien sûr. Aujourd'hui, il gère avec une coalition hétéroclite. Il décide des gens qui n'ont pas lutté pour le pouvoir. C'est pas un gâteau. Non, ce n'est pas un gâteau, mais oser lutter, oser vaincre. Oui, c'est sûr. C'est clair. Il n'y a même pas de détails. Ça se fait en rapport de force. Je vous l'ai dit, en 91, Chogo n'a pas géré avec ceux avec qui il a gagné. Il n'a pas fait avec tout le monde. Au contraire, la première coalition, il avait fait avec tout le monde. Toujours, comme d'ailleurs ce qui s'est passé. Mais on n'a pas voulu, le chef d'État n'a pas voulu créer un gouvernement pléthorique. Et on a mis des chefs de parti DG. Le chef de l'État a nommé des obligés à lui. Il a 16 obligés. Il ne peut pas contester cette décision des anciens collaborateurs. Mais nous sommes presque à la fin. Nous allons laisser Agapit aller. Au niveau des structures d'État, on constate déjà qui sont ses employés. C'est ça le chef de l'État. Malheureusement, c'est ça le Bénin d'aujourd'hui. La fin justifiant les moyens.
je nomme qui je peux pour avoir mes résultats. Je pense qu'il faudrait qu'on finisse avec cette affaire où on partage ça comme un peu le conseil présidentiel. Moi, je trouve que le conseil présidentiel a été un très mauvais exemple. Et les gouvernements qui se sont succédés, l'erreur, c'est de penser que notre constitution donne la latitude au chef d'État, donne l'obligation au chef d'État de s'occuper des jeux des partis de politiques, de faire des équilibres entre le Parlement et le gouvernement. On n'a pas besoin. Il s'entend avec une majorité présidentielle au Parlement, avec lequel il travaille sur la base de responsabilités partagées. Eux, ils savent, c'est eux qui conduisent l'action au Parlement. Lui n'est pas au Parlement. Quand on dit vassalisation du Parlement, non, du tout. Le Parlement, les lois votées, ce n'est pas le chef d'État qui vote les lois. Même si les lois sont mal montées au niveau des ministères, la Cour constitutionnelle est là pourquoi. La Cour constitutionnelle est là pourquoi. Si les lois sont mal montées, les parlementaires ont toute l'équipe qu'il faut pour corriger. Pourquoi ça ne va corriger? Ce n'est pas le gouvernement qui vote les lois. Le gouvernement envoie la loi où il faut. Et la loi est débattue. Je pense qu'on ne peut pas charger tout du gouvernement. On n'est pas dans un régime non plus de concentration des pouvoirs. C'est tout comme de séparation. On ne voit même pas le chef de l'État. Comme vous dites que les médias. Les gens critiquent, on dit qu'il n'y a pas. Je n'arrive pas à comprendre. On fait la chose et on dit qu'on ne peut pas le faire. On dit que la classe politique, les gens sont traqués. Pourtant, je vois que les gens attaquent, critiquent le chef d'État tous les jours. On n'est pas nombreux. Je les vois, mais on n'a pas besoin d'être nombreux. Mais ce n'est pas le nombre. Tevoy a été le seul à critiquer ce groupe. Pourtant, il est resté. Non, on n'a pas besoin d'être nombreux. Chacun choisit là où il se sent le mieux à l'aise. Donc, à ce niveau, les médias sont libres. L'affaire de brouillage, j'ai compris à ce qu'il a dit. Mais je sais que les médias sont libres. Il y a eu un brouillage, une affaire de brouillage que la HAC aurait dû régler. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été réglé. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu saisine du procureur. Je ne sais pas pourquoi. Mais si l'organe lui-même, c'est parce que je suis responsable de l'organe, je pense que je ferai constater et je saisirai le procureur pour les enquêtes qu'il fallait. Ou bien je porte plainte contre X pour qu'on comprenne ce qui se passe. Donc je pense qu'à ce niveau. L'affaire de médicaments, je n'ai pas envie de rentrer dans les dossiers. Le dossier est judiciaire. Moi, je trouve qu'il ne faut pas être plus royaliste que les rois. Les mises en cause que je respecte ont des avocats. Une condamnation n'est définitive que si elle a fait tout le système. Bon, alors, donc moi je pense que c'est à eux de savoir. S'ils se contentent de la première condamnation, ça veut dire qu'ils se reprochent quelque chose. En ce qui concerne l'organisation des concours? Moi, je ne veux pas entrer, mais je connais ce dossier un tout petit peu. Je pense que les médicaments qui circulent, tous n'ont pas été autorisés. Je comprends que certains ne doivent pas être stockés dans les communs. On a retrouvé des médicaments dans des domiciles, dans des lieux qui ne devraient pas servir d'entrepôt. Bref, il y a un certain nombre quand même de dysfonctionnements criards qui peut se faire encore que ce qui est curieux, nous tous, ça fait des années que tout le monde dit des choses sous cap. Et curieusement, bon, maintenant qu'on les a mis à la lumière du jour, ça crée des problèmes. Moi, je pense que... Oui, il paraît qu'il y a des intérêts inavoués. Que les intérêts sortent. Que ceux qui ont des preuves les sortent. Moi, je pense que, vous savez, je vais grouper. Où est globalement le gouvernement qui est à l'action est critiqué? C'est normal. Et il faut qu'on continue de critiquer le gouvernement qui est à l'action. Objectivement. Mais il faut qu'il y ait des gens également pour reconnaître ce qui est fait. Et ce qui est fait depuis 2016. Moi, je le dis, je n'étais pas de ceux qui ont contribué à l'avènement de ce pouvoir-là. Du tout. Mais j'estime, je ne suis pas de ceux qui profitent non plus du pouvoir. Je le dis, et je ne quémande rien personne, je ne vais pas de nomination. Mais je constate que moi, ce qui se fait rencontre mon adhésion. Parce que nous avons nous soutenu Yahi, parce que nous pensions que ça devrait changer, ça devrait pouvoir changer. Et ça pouvait changer, ça devrait pouvoir changer, et que ça pouvait changer. C'était ça le slogan. Et pendant quelques mois, c'était on cru et on détaillait. Nous, on a cru jusqu'au bout, 10 années durant. On a cru de chacun de la position qu'il a gardée. Mais il y a beaucoup de choses qu'il aurait dû réussir s'il avait un minimum de fermeté. On ne peut pas dire du social et ne pas aller. À un moment donné, il faut faire un équilibre entre le social et le développement. Le développement durable, c'est mieux gérer aujourd'hui et laisser un héritage à la génération future. Si le peu que nous produisons, alors que nous ne produisons pas beaucoup, nous les consommons encore, tous. Nous les dilapidons par ailleurs. Et nous ne réalisons rien. Qu'est-ce qu'on va laisser à la génération? Regardez comment l'état de nos voies peut saluer la décennie Yahi. Et puis, il y a un enchaînement. L'état de nos voies ne plaide pas en notre faveur. On ne peut pas nous entêter pour tout. Il faut que nous fassions des efforts. Donc, ce qui se présente aujourd'hui, et c'est tout à fait normal. Le chef d'État a pris la mesure de mécontentement. C'est bien. Il ne peut pas faire tout ça à avoir l'adhésion des gens. C'est normal. Mais demain,
ceux qui vont en profiter, c'est ceux qui le dénigrent aujourd'hui, c'est ceux qui l'attaquent aujourd'hui, c'est ceux qui parlent de... Parce que le chef d'État, il gère le pays comme celui qui n'a pas d'agenda caché. Il ne se voit pas dans les logiques de compromission pour se frayer un chemin pour 2021. Il n'est pas systématiquement dans le calcul de ce qui va se passer en 2021. Quand on a la chance d'avoir un président du genre, on n'a pas des laudateurs, pas du tout. Je suis un analyste et je constate que c'est le seul président, depuis lors, qui a pu garder cette posture. C'est vrai, il n'a pas encore atteint 3 ans de gestion, 4 ans de gestion, donc on peut garder un peu de réserve. Mais jusqu'à présent, son agenda n'est pas celui qui veut revenir et qui se met dans les compromissions. Il travaille pour un Bénin. Et je pense que quand il dit j'aviserai, ça veut dire quoi? Il se battait pour un mandat unique qui ne s'appliquera même pas à lui-même. Donc la réforme dont on parle n'allait même pas s'appliquer à lui-même. Il aurait déjà fait 2 ans dedans. Parce que même, il ne savait pas de dire réforme pour que ça advienne. Il aurait déjà fait 2 ans de son mandat. La nouvelle constitution sera peine en train d'être mise en place quand lui-même va partir. Elle est partie. Donc en fait, tous les prépares qu'on lui fait par rapport à la révision constitutionnelle, je pense que c'était pour que l'État soit mieux géré, qu'il y ait moins de pagaille, qu'il y ait plus de présence de l'autorité de l'État et une plus grande gestion des ressources naturelles et des ressources humaines. Je pense que c'était ça son avis. Bon, ça n'a pas été suivi. Et quand il dit mes réformes n'ont pas été suffisamment expliquées, ce n'est pas la cellule de communication. La cellule de communication, c'est qui? Il ne peut pas tout faire. Ce n'est pas la cellule de communication qui harangue les gens dans les églises. Ce n'est pas la cellule de communication qui fait des sermons dans les temples. Ce n'est pas la cellule de communication qui font des prêches dans les mosquées. C'est pas... Non, nous verrons pas un procès à la cellule de communication. On constate que... Non, ça pour dire que sa communication fonctionne. Mais il a commencé par quelle communication? Pas une communication plus douce. Pas autant que nous avons eu droit, qui était aussi une autre forme de communication. C'est pas que on ne peut pas... Moi, je ne suis pas en train de critiquer non plus cette communication-là, mais il a opté pour une communication peut-être plus douce. Et progressivement, ça s'ajuste. Ça s'ajuste, je constate. Vous l'avez dit lui-même qu'il a rencontré... Donc, au départ, on ne voyait pas le chef de l'État. Et puis, progressivement, il a commencé par rencontrer des corps constitués. C'est un pas, c'est une gradation. Il se met au jour, il s'adapte, il essaye de corriger ce qu'il peut corriger. Moi, c'est un humain. Mais il ne veut pas se départir de sa ligne. Et moi, cette ligne-là, je trouve que c'est la ligne de demain, c'est la ligne de développement, c'est la ligne d'un Bénin véritablement nouveau. Et c'est pour ça que les problèmes que ça engendre aujourd'hui, qui font dire que c'est ci, c'est ça, moi, je pense que c'est des problèmes conjoncturels qui, demain, vont se révéler des chances. On va garder en mémoire que cette période 2016-2021 aurait été peut-être, comme en Allemagne, l'ère Schröder de 98-2002 fut pour l'Allemagne le début de renouveau. Aujourd'hui, en France, on parle de réforme. Les Allemands, sous un chancelier social-démocrate comme Gerhard Schröder, ont amorcé, ont fait les réformes qu'il fallait faire rapidement, alors qu'il était social-libéral. Mais il a fait social-démocrate, mais il a consenti des efforts qui lui ont valu le renouvellement du mandat. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est loin des tumultes françaises. C'est la même chose que le Bénin. Je pense que si nous passons ces caps difficiles et que nous voyons, le Bénin sera beaucoup mieux. Surtout au niveau d'un certain nombre de comportements. La discipline, le respect de l'autorité de l'État, vivre au niveau de ses moyens, non au-dessus de ses moyens, l'ajustement, l'auto-ajustement, je veux dire, et le respect de la chose publique. Je pense que c'est des choses que le gouvernement est en train de nous inculquer, qui sont dures à comprendre et qui sont dures sans doute à expliquer. Et je suis sûr que quand les gens vous écoutent, ils vont se dire, mais bon voilà, ces gens-là, non, c'est pas ça. Demain, c'est eux qui sont les premiers à en tirer les fruits. À en tirer les fruits. Et dernier round de ce plateau télévisé, Médéric François Gogo, l'animation de la vie politique nationale, Patrice Talon, Sébastien Germain Javon, Boni Yahi, candidat Marie Aznaï et bien d'autres. Comment percevez-vous l'animation de la vie politique nationale sous le régime du président Patrice Talon? Très rapidement, vous avez demandé 2 minutes. Vous avez l'historicité des partis politiques qui nous fait constater une mutation des associations de développement, des clubs électoraux en partis politiques, oblige aujourd'hui à gérer le pouvoir dans une logique, non pas de compromission, mais de compromis et de consensus. Parfois, il n'y a pas de... Non, pas de compromission, mais de compromis et de consensus. Mais aujourd'hui, on met sous boisseau des députés. On avait évoqué l'affaire Ségub. Mais une fois que les députés au Koundé et Agua ont rejoint les rangs, on a fait taire cette affaire. On met sous boisseau des personnalités qui ne parlent pas le même langage
que ce soit, on a parlé du FMI. Le FMI, l'affaire Ségubé à la justice. Le FMI, l'affaire Ségubé à la justice. Attention, c'est pas. Le FMI, le FMI voilà, oui. ne vient pas dans un pays où tout va bien. Lorsqu'il y a le FMI quelque part, c'est qu'il y a problème. Non. C'est pour un ajustement structurel. Il n'y a même pas à discuter. Nous étions, depuis 8 ans, on est dans l'ajustement. Et je vous dis, lorsque le FMI, sur le plan macroéconomique, nous parlons de l'animation de la vie politique nationale, apprécie favorablement le gouvernement, cela ne veut pas dire que dans le panier de la ménagère, on a systématiquement les résultats. On n'a pas abattu les salaires. J'aimerais, les salaires seuls ne suffisent pas dans un pays fortement à économie informelle. Dans un pays à économie informelle, les salaires représentent tout au plus 5% de la manne globale à dépenser. Mais nous allons la laisser sur le terrain politique. Donc, sur le terrain politique, aujourd'hui, nous avons constaté que Kandida Zanaï, qui a offert sa poitrine pour que les îlets dorés reviennent, entre autres avec beaucoup d'autres personnes pour être président de la République, n'est plus avec le chef de l'État. Nicéphore Dieudonné Soglo, qui est parti s'asseoir dans le plateau d'Abomey, pour dire que, conformément aux engagements des rois, des vénérables rois, on ne doit jamais permettre à la colonisation de revenir encore sur pied. Sébastien Germain Adjavon, qui entre-temps avait été qualifié de deuxième SECO, qui a rejoint la grande coalition de la rupture pour permettre au pouvoir d'être là, les trois là ne sont pas là. Les fondamentaux spirituels du pouvoir sont sabordés. Quelle est la nature des relations entre le chef de l'État et tous les acteurs politiques? Mais nous ne pouvons apprécier cette nature qu'en observant les difficultés que le chef de l'État a pour régler les problèmes avec ses partenaires sociaux. Il n'y a pas d'interface, il n'y a pas d'intermédiaire. Les médiateurs n'existent pas. Et pourtant, il y a des autorités morales. Il y a des aînés dans le pays qui auraient pu donner de la voix pour amener les uns et les autres à s'entendre. Heureusement, des autorités morales qui, depuis des années, se sont sabordés au pouvoir politique, déjà en combattant Yahi, et aujourd'hui en combattant également. Donc, c'était des constantes. On a perdu la vertu du dialogue que les Bernadette Gantin avaient. Aujourd'hui, tout le monde s'enlise dans la politique, qu'il soit ancien président, qu'il soit médiateur naturel, qu'il soit autorité morale, tout le monde tellement est dans l'action politique, est dans les jeux d'intérêt, est dans les jeux d'acteurs au point où on ne sait plus qui est où. Et ensemble avec toi, cher ami, je constate que tout comme les partis politiques ont échoué, la société civile se retrouve aujourd'hui sclérosée avec quelques sauts dans le vide au niveau du FONAC par rapport à un dossier sur lequel il s'est tué très vite, la moto au niveau du ministère du cadre de vie. Oui, allez-y rapidement. La presse, où elle est clochardisée, où elle est muselée, où elle est combattue, et le tableau est noir. Le tableau est noir, il faut le dire, pour tirer la sonnette d'alarme. Pas pour blâmer, nous n'en avons pas le droit. Seul au cours des élections, le chef de l'État peut être blâmé, même si on fait tout pour que les élections n'aient pas lieu dans les conditions requises. On a refusé d'installer le COSLEPI. On a refusé sciemment de le faire. Le gouvernement. Mais écoutez, l'Assemblée désigne le gouvernement, etc. Et on voit aujourd'hui le président de l'Assemblée, je parle des relations, le président de l'Assemblée nationale se retrouve avec le chef de l'État dans des relations relativement qualifiées d'incestueuses, dans des accointances qui se retrouvent conserver seulement les intérêts des deux personnalités. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit la fois dernière. La guerre des éditions n'aura pas lieu. Elle a déjà lieu. Elle a lieu parce que le président de l'Assemblée nationale a été rappelé à l'ordre par la Cour constitutionnelle, qu'il a condamné par rapport à son refus. On ne me dira pas, lorsque nous avons tout ça, que le bénéfice va bien. C'est vrai, dans la théorie de la gestion du pouvoir d'État, en rupture avec les pratiques d'antan, on peut conférer au chef de l'État la bonne foi. On peut lui accorder toute cette capacité, comme il a dit à Paris, et nous l'attendons, de procéder au miracle, même si quelque temps après il a dit qu'il n'a jamais dit qu'il allait faire la magie, se concrétisant. Le miracle n'a pas une magie. Écoutez, l'un dans l'autre. L'un dans l'autre. Donc, lorsqu'on est dans ce schéma, nous nous retrouvons beaucoup plus en présence d'un chef de l'État qui s'est écarté de ses engagements, qui s'est écarté de ses promesses, qui se retrouve quelque peu pris en otage par le clan, à travailler ensemble avec certains acteurs du clan, à saborder les fondamentaux des 65% de la coalition de la rupture, et se retrouve aujourd'hui en difficulté partout et sur tous les plans, tel un batracier qui se débat dans un bénitier arrive difficilement à s'adapter à l'acide qui s'y trouve. Le nectar qui se retrouve au cœur du pouvoir aujourd'hui et qui fait courir la plupart des mouches et des moucherons se tarit
au jour le jour, et on le constate avec les difficultés évidentes. La multiplication des emprunts obligataires est symptomatique de la mauvaise santé. Encore que lorsque l'on cherche un montant et que l'on arrive difficilement à avoir le 10e, et qu'on est obligé de réquisitionner les fonds publics, allant même jusqu'aux banques qui payaient les salaires, et qui aujourd'hui, allez aujourd'hui dans des banques données, ayez un chèque de 10 millions, on vous dira, allez-y et revenez pour vous faire payer. En somme, cher ami, je ne veux pas céder au pessimisme. Alors, il y a pas de raison. Je ne veux pas être alarmiste, mais je me refuse d'être complice, je me refuse d'être conformiste de ce que je pouvais appeler l'assassinat de la démocratie, la prédation des ressources et le démantèlement de la vie publique au Bénin. Je me refuse de l'être. J'ai entendu. C'est un choix. Nous avons écrit pire sur Soglo, j'ai entendu pire sur Yahi, donc on a encore de la marge pour écouter parce que sur Yahi c'était pire. Donc il n'y a pas de souci. Je pense que, non, le tableau n'est pas sombre, il n'est pas sombre du tout. Qu'on aille faire les emprunts, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas dit qu'on a des difficultés. L'État n'a pas de difficultés pour payer les salaires et les rapports entre les banques primaires et l'État sont bien gérés. C'est pas évident. Il faut lire les rapports, aller à la BCAO et demander, aller au niveau des gens financiers et demander. C'est pas évident. Il n'y a que ceux qui veulent voir qu'il y a un problème qui veulent le problème. Bon, cela dit, ne prenez pas le recoulement de la femme à l'intérieur comme des chuchotements. Ça peut être par des gémissements et des gémissements positifs. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a des problèmes. L'animation de la vie publique, c'est ça que j'ai dit. Je pense que c'est l'un des socles de la réforme et de la méthode Talon. C'est ça, la rupture est passée réellement par là. Avant, comme je dis, quand vous l'avez soutenu, vous êtes sûr d'être présent au partage du gâteau. Et à la limite d'avoir votre quota immuable, inamovible, et de donner un agenda à celui que vous avez envoyé là-bas, qui vous rend compte des dossiers comme des sous-dossiers. Mais je ne coupe pas dans votre développement, mais aujourd'hui on a comme l'impression qu'il y a quand même presque toute la classe politique béninoise, à l'exception de grands ténors tels que Bruno Amoussou et Adrien Oubedi, qui sont avec le chef de l'État, mais qui sont contre le chef de l'État parce que ne partageant pas en tant soit peu la politique qui est prônée par le régime en place. Ce qui est curieux, c'est que cela ne l'empêche pas d'avoir une majorité présidentielle quand même d'une soixantaine de députés. C'est déjà... L'implication de Sébastien Germain actuellement... Sur 83. Non, vous savez, je ne veux pas aller nommément parce que, disons que les rapports entre Adjavon et Talon, je n'ai pas envie de les évoquer sur le plateau parce que je les ai vus s'embrasser quand la coalition de la rupture a été créée. Je les ai vus s'embrasser là où quand Adjavon a demandé de voter pour Talon. Je les ai vus ensemble au soir de la victoire de Talon, et puis une semaine après, si je ne me trompe, et puis après, il y a des situations dont ma position ne me permet pas d'apprécier le contenu, d'apprécier et d'opiner. Donc moi, je ne peux pas entrer dans des situations dans lesquelles je n'ai pas envie de rentrer. Et je respecte chacune des personnalités, et pour moi, celui qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est le président Talon, et puisque c'est lui qui met en place sa politique, je vous ai dit, c'est un gouvernement auquel je n'ai pas contribué, je ne suis pas un acteur du tout de l'avènement de ce régime-là, mais j'ai constaté que ce que nous avons soutenu, c'est pourquoi j'ai travaillé depuis des années, j'ai l'impression que depuis 2 ans, nous avons aujourd'hui un chef de l'État qui est prêt à aller au bout. Celui qu'on avait vu tenter difficilement, les gens, les pesanteurs étaient tels qu'à des moments donnés, ils lâchaient prise. Pour le moment, je pense que sur certains leviers, le chef d'État reste ferme. Il faudrait peut-être pas toujours ferme, naturellement, de temps en temps, il faut savoir lâcher du lest. Il tente de le faire. Je pense que c'est un humain, il a ses méthodes, il est du privé, il n'était pas quelqu'un qui est habitué à gérer les pressions des partenaires sociaux, tout ça. Donc c'est nouveau pour lui. Moi je pense qu'il essaie de se gérer. Chacun n'a qu'à apporter du sien. Ceux qui critiquent, disons, constructives. Ceux qui sont autour de lui, chacun n'a qu'à jouer sa bonne foi, mais en disant que le Bénin est un et c'est le nôtre. Et que le Bénin que le chef d'État va laisser demain, qu'il fasse 5 ans, comme il a dit, qu'il fasse même 10 ans. Il a fait 10 ans, il est parti. Il n'a pas fini le travail au Bénin. Le Bénin a encore du travail. Je pense que les réformes d'aujourd'hui seront la chance de demain pour le Bénin. Donc, il ne faudrait pas céder au pessimisme, pas du tout alors. Les médias
peuvent dire, on a un code de médias, on a un code de loi, on a sur le numérique. Quand on applique la loi, il n'y a pas faute. Quand on utilise son bonheur, sa liberté en toute quiétude, il n'y a pas de base. Donc les médias existent, les réseaux sociaux sont dynamiques. Moi, je lis plein de papiers contre le chef d'État, je lis plein d'articles. Même tout à l'heure avant de venir ici, j'ai lu un certain nombre de choses sur les questions parlementaires, là, les questions d'actualité, les questions orales. Donc, chacun est libre. Nous sommes dans un pays dynamique. Mais il se fait que nous avons toujours vécu comme des prises en charge. Et une fois maintenant qu'on nous demande de voir en face la réalité, nous avons du mal à nous accommoder. C'est compréhensible, mais c'est la marque Talon. Il faudrait peut-être lui laisser son temps. Et au moment du résultat, on verra si effectivement la fin justifiera les moyens. Merci à c'est vous. le peuple qui avisera. Merci à vous, Agapé de Napoléon Maforican. Merci également à Médéric François Gongo. Je rappelle que vous êtes respectivement consultant en médias communication et éditorialiste fondé du quotidien Actu Express. Le Bénin est un et indivisible. C'est une rengaine d'ailleurs propre à Thomas Pouniaï. Et l'espérance de tous les Béninois, c'est de voir le président Patrice Talon marcher sur les talons de gloire au soir du 6 avril 2021. Nous espérons qu'à la fin de son mandat, il puisse quand même relever les défis, les grands défis qu'il lui reste quand même à relever. Mesdames et messieurs, ainsi se ferme la page de Info de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com. Bon week-end.